Bien, je crois que nous allons pouvoir commencer, et c'est un exploit remarquable, il est 11h10, donc c'est formidable, et nous allons pouvoir donc entamer cette table ronde autour de Temps X, l'émission utopique de la SF, de la science-fiction à la télévision, avec à côté de moi Sylvie Denis, qui est autrice, dont un diptyque qui est remarquable, c'est La Saison des singes. Et puis, plus récemment, il y a eu une réédition de l'intégrale des enquêtes de l'agence Arkham. Pas de l'intégrale, enfin oui, presque, mais oui, voilà. Dont un volume était de moi. Voilà, et puis Sylvie Denis est aussi traductrice et anthologiste. À côté, nous avons Jean-Marc Lenné, qui est l'auteur du livre qui fait foi, Temps X. Le co-auteur avec Jérôme Vivron. Voilà. Et enfin, en bout de table, oui, si en bout de table, on peut le dire, nous avions Christian Grenier. Alors, je ne sais pas par où commencer avec Christian Grenier, parce que c'est un des piliers de la science-fiction jeunesse en France. Alors moi j'ai compté, je me suis peut-être trompé, vous me corrigerez, moi j'ai compté 75 romans de science-fiction. Je n'ai pas compté, c'est donc probablement vrai. Voilà. Donc environ 75 romans de science-fiction, 13 anthologies. Vous avez eu en plus 2 grands prix de l'imaginaire pour vos romans. Donc Christian Grenier est vraiment, comme je le disais, un des piliers de la science-fiction jeunesse. Et donc, Temps X, ça a été, on peut le dire, quelque part, une petite révolution à la télé, à l'époque. Alors, quand je regarde les gens, je pense que certains ont pu voir Temps X à l'époque, mais que la plupart étaient certainement en culotte courte, hein, quand ça a commencé. Donc, peut-être, on va commencer, Jean-Marc Lenné, avec vous, pour nous faire un petit... pour expliquer ce qu'a été Temps X. Historique. C'est la question piège, parce que il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire que c'est un électrochoc dans la télévision de l'époque. Alors, je rappelle quand même que la télévision de l'époque, c'est 3 chaînes. On est habitué effectivement à avoir des bouquets très imposants. Là, c'était 3 chaînes. Relativement, j'allais dire un gros mot, mais relativement conservatrice, c'est-à-dire enfin, au plan, on va dire. Conservateur a un aspect un peu politique. Et on va dire que c'était très plan. Et c'est arrivé à la fin des années 70, à peu près au moment où se préparait l'invasion, un autre truc qui allait secouer la télé française, c'est l'invasion des dessins animés japonais. Et tout d'un coup, il y avait une émission qui parlait à un public amateur de genre, fantastique, horrifique, science-fiction, etc. Et aussi un public plus jeune. Et je crois que, pour avoir un petit peu travaillé aussi sur l'invasion des animés japonais sur la télé française, je crois que ça correspond à un moment où le jeune, alors soit le gamin de 6-7 ans, soit le préado, le jeune s'emparait de la télécommande et s'emparait du programme et s'emparait quelque part, d'une certaine manière, par un petit bout, s'emparait de la culture. Et ce qui était aussi intéressant dans Temps X, contrairement cette fois-ci aux animés japonais, que les animés japonais c'était du divertissement. Temps X avait un sommaire qui proposait d'aller explorer l'actualité du cinéma, etc., mais aussi d'aller parler des innovations technologiques. Les frères Bogdanov, dont le nom reviendra souvent, par exemple, ils ont parlé des portables. Nous reviendrons là-dessus plus en détail après. Mais là, déjà, vous avez posé un petit peu le panorama. Alors, Christian Grenier, vous confirmiez la télé avant, la science-fiction, c'était pas génial avant Temps X. C'était un sous-genre littéraire. Ça n'intéressait pas grand monde, c'est vrai. Et la révolution de cette édition, Temps X,
à laquelle je peux participer. Moi, j'ai vu dans X, on a rencontré 3 ou 4 fois les frères Bogdanov, on a même, mon épouse et moi, une expérience au bureau qui a été presque traumatisante. Mais, oui, on pourra en parler, mais c'est pas très important. Mais c'est vrai que le genre science-fiction était un genre à part, était un genre peu connu, méconnu, et qui avait mauvaise presse, on va dire ça. Alors, il était important quand même qu'une émission scientifique et littéraire tente de populariser un genre qui justement passait pour un sous-genre. Et moi j'ai ce souvenir-là de Temps X, mais nous regardions Temps X. On n'a vu pas la télévision en 70. Alors on a vu la télévision en 76, mais il y avait déjà Temps X en 76. Donc Non, on n'a Il n'y avait pas pas Temps X en 76. C'est après, hein, on va... 79, donc 78. Je vais dire, mais alors, la mémoire est pleine de trous. Donc, 79, voilà, j'avais noté. C'est si tard que ça. Et oui. D'accord. à toute fin des années 70. Nous avons vu des émissions, on a vu Temps X, on a suivi Temps X, et donc c'était après 79, alors, sans doute. Quand ça a commencé. Oui, Sylvie Denis, parce qu'avant, c'était, quand il y avait un petit peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire à la télé, c'était plutôt du fantastique. Je me souviens du Tribunal de l'Impossible, des choses comme ça, 1 ou 2 séries, mais c'était plutôt du fantastique. La Brigade des Maléfices. Mais il faudrait vérifier, mais il me semble que Cosmos 99, moi que j'ai commencé à regarder, que je devais être en 4e, quelque chose comme ça, devait passer avant dans l'émission qui précédait ou qui encadrait Temps X le samedi après-midi. C'est celle où les gens téléphonaient, voilà, c'est ça qui s'appelait La Une est à vous, n'est-ce pas parce c'était interactif, c'était moderne. Oui. Et il y avait, et dans ce cadre-là, on pouvait choisir entre plusieurs séries de SF. Et donc il y avait Cosmos 99, je pense, oui, ça m'échappe totalement parce que j'ai pas pris de note, j'ai oublié. Mais on avait le choix entre plusieurs séries. Et Il n'y moi, avait pas de James West, c'est les aventures de aussi, James West, oui, hein, il me semble. Oui, oui. Et en fait, c'est ça qui m'a fait demander à un copain, enfin qui m'a fait me demander, tiens, est-ce que par hasard il n'y aurait pas des livres dans le même style et ensuite demander à un copain en particulier si lui il n'avait pas des livres. Et il en avait. Voilà. Oui, et en fait, la science-fiction n'avait pas de rendez-vous régulier. C'est-à-dire qu'il y a une émission de débat dont le titre m'échappe, mais c'est un petit peu le modèle des dossiers de l'écran, qui devait passer 1 fois par mois ou 2 fois par mois, et qui de temps en temps passait un film de science-fiction pour justement parler d'un problème de société et jouer la carte de la prospective. Mais Alors, non. il y a une partie qui est arrivée. On a 4. Et je vais chercher la deuxième partie. Super. Oui, parce que pour la petite anecdote, le bouquin celui-ci devrait être sur le stand, mais il est en retard. Et il arrive au compte-gouttes. Donc, si vous voulez le feuilleter après la conférence, je pense qu'il y aura quand même quelques exemplaires. On va essayer d'en mettre à la sortie. On va essayer d'en mettre à la sortie. Très bien. Il y en aura donc à la sortie. Mais il n'y avait pas de rendez-vous régulier. Il y avait cette émission de débat dont le titre m'échappe, mais pour moi, il n'y avait pas de... le rendez-vous des fans de science-fiction et des curieux. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, la science-fiction était, au cinéma en tout cas, était un genre qui ne bénéficiait pas toujours de gros publics. Et ça se voit quand on revoit les différentes émissions des frères Bogdanov, quand ils passaient un extrait d'un film de science-fiction, on voyait bien que les extraterrestres étaient en latex, que les maquettes c'était des vaisseaux suspendus, etc. On sentait le petit budget. Donc il y a le côté c'est un sous-genre, et il y a le côté c'est de la série B. Et eux, ils arrivent avec un discours, je me souviens du discours introductif d'Anne et Frangin sur la première émission, où effectivement ils développent une analyse. C'est très littéraire, c'est très construit, et quelque part ils ont pu donner cette lettre de noblesse au genre, sachant que le genre était super large. Ils ont fait des reportages sur les super-héros chez un libraire en Californie, ils ont parlé de Conan, ils ont parlé de... Donc ça allait de l'horreur à la fantasy, en passant par la science-fiction spatiale, le cyberpunk. Donc c'était très large. Alors, justement, parlons de cette première émission. Moi, je m'en souviens encore, parce que j'étais là, je l'ai vu. Et les premières émissions, ils ont quand même
pas fait grand-chose pour accroître le sérieux de la science-fiction, entre leur célébrissime combinaison argentée et puis le pseudo-poste de commande de vaisseau spatial vaguement matiné de Star Trek, bon, c'était quand même un peu loufoque. Oui, alors c'est tout le paradoxe, et moi je les ai croisés au moment de la rédaction du livre, et puis après, notamment des vernissages, et c'est tout le paradoxe des frères Bogdanov jusqu'à la fin, c'est qu'ils ont toujours traité de sujets sérieux, que ce soit la science pure et dure, la recherche, ou les genres de divertissement, mais en affichant une tenue un petit peu de magicien de scène, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se mettaient en scène avec des bottes à plateforme, des costumes en aluminium, etc. Donc il y avait ce côté saltimbanque qui était combiné à la volonté de regarder un peu plus en profondeur les genres, l'actualité culturelle, etc., etc. Donc, mais en même temps, c'est ce qui faisait le charme. Et je pense que si Temps X avait eu un plateau normal, c'est-à-dire des gens comme là, des gens qui tiennent des micros et qui s'assoient sur un canapé et qui présentent des choses, ça n'aurait pas dénoté du tout du paysage qu'il y avait à l'époque. Effectivement, tous les grands programmes du samedi après-midi, c'était ça, c'était des gens assis qui disent oh, on va regarder ça, et puis on va inviter machin, puis on va écouter le truc. Si eux, ils avaient fait exactement pareil, peut-être que l'émission n'aurait pas duré, peut-être assurément elle n'aurait pas marqué, et on ne serait pas là en train d'en parler 40 ans après. Et voilà, eux, justement, ils prenaient tout ce qui était un peu folklorique de la science-fiction, toute cette imagerie un peu facile, et puis dedans, ils faisaient les choses. En fait, quelque part, ils faisaient les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est, je crois, cet équilibre un peu de funambule qui fait que l'émission avait une identité et ça a marqué toute une génération. À l'âge que j'avais à cette époque-là, l'esthétique de l'émission ne me gênait absolument pas. Le fait qu'ils aient les combinaisons et tout ça, c'était pas, ça passait. Bizarrement, ce qui passait moins, c'était leur façon de parler. C'était leur débit particulier et la façon dont ils avaient de mettre en scène les sujets qui m'intéressaient, mais eux m'agaçaient à l'époque. Mais je regardais quand même, parce que ils parlaient de l'actualité, ils parlaient des livres qui sortaient, ils parlaient vous disiez de cinéma. Je pense que ça doit être à Temps X que j'ai dû voir des extraits du Seigneur des Anneaux de Bakshi. Soit c'est Temps X, soit je ne sais pas où je les ai vus, quoi. Oui, c'est possible. Voilà, donc donc même agacé, je regardais quand même. Il n'y avait pas de problème. On n'avait pas beaucoup le choix. Voilà. Oui. Christian Grenier, alors vous nous disiez justement que vous avez eu affaire au Bogdanov, donc je n'ai pas oublié, alors peut-être vous voulez nous en parler un petit peu, parler des deux frères et... On les a croisés, mon épouse et moi, à 3 reprises. Nous avons débattu de la science-fiction, mais dès qu'ils ont su que je m'intéressais et que je publiais dans le domaine de jeunesse, j'ai été exclu, parce que comme je dis souvent, je dis moins aujourd'hui parce que les choses ont changé, mais à l'époque, j'étais un auteur qui était à la croisée de 2 sous-littératures. La littérature de science-fiction et la littérature jeunesse. Donc j'étais doublement invisible, si j'ose dire. Donc je ne faisais pas partie des gens qui pouvaient m'intéresser. L'anecdote des Mureaux, puisqu'il faut en parler, et Annette en a un très mauvais souvenir parce que nous avons fait venir à la maison pour la voir venir. Elle s'est imposée, la responsable culturelle de la ville des Mureaux, qui est une ville qui, je vous le rappelle, tout le monde construisait le fusée Ariane, et les Mureaux devaient faire une grosse opération sur la science-fiction. Alors tout de même, il y avait des invités prestigieux, puisqu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, je les ai interviewés, Robert Silverberg, John Brunner,
il y avait un sacré plateau qui, dans les années 80, c'était en 85, 86, quelque chose comme ça, c'était pas n'importe quoi. Et on a préparé ça très très sérieusement, avec un budget qui semble-t-il était réduit, mais tout de même la responsable est venue, plusieurs soirées passées à la maison, on a passé des heures et des heures à mettre au point la soirée, les horaires, les invités, les plateaux, etc. Bon. Et puis nous avons eu la surprise quelques jours avant de savoir que la municipalité avait débloqué le budget pour que les Bogdanov viennent. Et là, ça a été... Alors là, le budget, on n'en a plus parlé parce que tout avait été bouclé avant, donc selon moi, on travaillait avec les moyens du bord. Mais là, alors je n'ai pas le chiffre, c'était des francs, hein, mais on dirait peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros, je ne sais pas. Ils avaient demandé à venir, parce qu'on les avait invités, ils disaient, on veut bien venir, mais avec notre hélicoptère, avec notre costume, et on veut faire ceci. Ils avaient imposé le plateau, et évidemment, ça a eu un succès considérable, si bien que John Brunner, Silverberg et les autres invités et écrivains sont passés complètement à la trappe parce que l'intérêt au Muro pour cette manifestation, ça a été l'arrivée des Bogdanov en combinaison spatiale avec leur hélicoptère. Et la municipalité avait payé assez cher pour ça. Désolé, mais c'est un peu à l'image de ce que voulait être, je crois, aussi. Ça a popularisé la science-fiction, oui, mais à condition que, voilà, c'était l'opération médiatique avant tout. Voilà. C'est des gens qui ont su se mettre en avant et qui... moi, je les ai rencontrés 2-3 fois et c'est marrant parce que hier, à table, je discutais avec des gens qui les ont rencontrés, c'était quasiment les mêmes anecdotes. C'est-à-dire que c'est plus une anecdote, c'est un style. Ils arrivaient par exemple, on a fait un petit vernissage chez un galeriste pour la sortie du livre, et bien sûr, ils étaient invités. Et bien sûr, ils sont arrivés en retard, 1h30 à peu près, tout le monde bien fait, mais bon. Et ils sont arrivés dans une petite Smart. Ils se sont garés, ils ont fait leur petit créneau juste devant la galerie. Et les deux portes se sont ouvertes, ils se sont dépliés, et là ils étaient en tenue de cosmonaute aluminium avec les plateformes boots, ce qui fait que du coup ils prenaient 10 cm de plus que tout le monde. Et ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte et puis ils ont fait désolé d'être trop tard, on a été pris dans une phase spatio-temporelle. Et ça, je l'ai vécu et on me l'a raconté hier soir, dans une autre circonstance. Donc c'est vraiment un truc. Ils étaient constamment en retard, ils étaient constamment liés à des tas de projets, notamment à l'époque, ils montaient des projets au théâtre. Et en fait, leur truc c'était ça, ils n'étaient jamais dans le temps présent, ils étaient en retard. Mais une fois qu'ils étaient là, ils parlaient de ce qu'ils allaient faire. Et ils ne parlaient que d'eux. Alors, quand on se trouvait à discuter avec eux, finalement, ils écoutaient, parce que ça reste des gens très polis, très courtois, etc. Et il y avait un effet qui était assez bizarre, c'est qu'avec leur plateforme Boots, ils dominaient les gens. Donc moi, quand je leur parlais, j'avais les deux Bogdanov, alors qu'ils n'étaient pas très grands, enfin pas très grands, ils n'étaient pas... Mais voilà, il était d'une taille normale, mais là j'avais les deux grands Bogdanov qui me faisaient penser un petit peu à Richard Kiel dans le fameux épisode Comment servir l'homme de la 4e dimension, c'est-à-dire grand, un petit peu menaçant, et surtout que je les ai connus à la fin de leur vie et avec toutes les déformations faciales et tout ça, et ils étaient penchés, et on avait l'impression quand on leur parlait d'être au centre du monde. Parce que voilà, sur leur plateforme Boots, ils discutent avec quelqu'un qui regarde dans les yeux, fatalement ils se penchent. Quoi. Alors je ne sais pas s'ils étaient sincèrement intéressés par ce que je leur racontais ou pas, mais ça créait une ambiance qui était assez étonnante, c'est-à-dire qu'ils tenaient la vedette de toute la soirée, et quand on avait l'occasion de leur parler, les vedettes donnaient l'impression d'être passionnés, de voir les paroles de leur interlocuteur. Donc c'était très bizarre. Mais oui, ils avaient un don pour se mettre en avant, mais il y avait une espèce de... Il y avait cette voix, effectivement. Tous les deux avaient une voix particulière, un débit particulier, qui était... Enfin, il n'y avait pas de réelle différence entre la conversation qu'on avait et puis ce qu'on entendait sur un plateau. Donc je pense qu'ils étaient constamment en représentation. Et ils étaient constamment souriants et attentifs. Ce qui les rendait particulièrement sympathiques. Il y avait une espèce d'empathie qui passait, qui à mon avis était complètement calculée, mais ça fonctionnait. Quoi. Donc
donc oui, ils se sont servis de temps X pour se mettre en valeur. Ce qui n'empêche pas que c'était des gens qui, à mon avis, aimaient particulièrement le genre, sincèrement, et savaient le mettre en valeur. Et je me souviens qu'à la hauteur de l'émission Temps X, ils avaient lancé des romans Doctor Who, Igor Grishka présente, quoi. Donc ils se mettaient en valeur, mais en même temps ils apportaient un produit nouveau sur le marché français que personne ne connaissait. Donc voilà, c'est encore un paradoxe supplémentaire de ces deux-là. Alors avant d'aller plus loin, parce que là on vient de parler justement des frères Bogdanov qui eux se mettaient en valeur en permanence. Bon, Christian Grenier, lui, se met jamais en valeur, mais c'est un pilier. Et là, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a écrit beaucoup de romans, je savais le contrairement à lui, et ça fait 50 ans cette année que vous avez publié votre premier roman. Et Romane qui est une grande fan, a une petite surprise pour vous. Vas-y Romane, mais prends le micro, monte. Voilà. Voilà, mets-toi là, face, voilà, à côté de Monsieur Grenier. Oh toi, enfant de la terre, écoute-moi, toi qui as le secret du chagrin, dans toutes les strates et les mondes engloutis, si Spartacus ou Rebecca, oh, enfant de lumière, suivez-moi, vous qui connaissez notre passé, vers cadavres les mondes engloutis, pour nous sauver la vie. Si les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre, enfant pas, et voilà avec nous, au fond des univers, enfoncés, les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre, sors de la nuit, de la mer et du temps, revis les légendes que porte le vent, va vaincre le mystère afin le froid. Si Spartacus au Barcana, oh, enfant de cette marche sans effroi, dis-nous que demain il revivra. Sors le chagrin, le soleil de l'oubli, des mondes engloutis. Si les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre, enfant pas, et voilà avec nous, au fond des univers, enfoncés, les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre. Va au fond de la terre, droit devant toi, toi qui as les secrets de la joie, vers le chagrin, vers les mondes engloutis, va droit vers l'infini. Si les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre, enfant pas, et voilà avec nous, au fond des univers. C'est une surprise. Merci Romane pour ce concert
qui n'est pas improvisé en réalité. Enfin, pour moi, c'est improvisé parce que c'est en effet une grande surprise. Je vois quand même une explication parce qu'il y avait beaucoup question des mondes engloutis et peut-être que ce terme ne vous est pas familier, mais dans les années 80, au milieu des années 80, existait justement un concurrent des mangas, et pas des mangas, des dessins animés japonais. C'était l'époque de Goldorak, et le concurrent de Goldorak a été Ulysse 31, que Nina Volmark avait lancé. Et après Ulysse 31, j'ai été contacté par justement Nina Volmark pour faire des scénarios des mondes engloutis. Voilà, d'où les mondes engloutis dont Roman vient de nous présenter. Je regrette que Vladimir Cosma ait disparu parce que c'est lui qui avait fait la musique des mondes engloutis et il est mort récemment, effectivement. J'ai aussi rencontré Vladimir Cosma, parce que c'est aussi grâce à lui que le dessin animé des mondes engloutis a eu du succès. Succès fou, oui. Donc voilà l'explication de la chanson dont j'ai eu l'honneur d'être le dédicataire. Merci encore à Romain. Bien. Mais vous voyez, ça prouve bien l'influence de la science-fiction génération après génération. Et justement, alors, si nous revenons maintenant sur Temps X, effectivement, comme vous le disiez, Jean-Marc Lenné, les Bogdanov, bon, ils se mettaient en scène, etc. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'à travers leur émission et puis aussi leurs livres, à côté, ils ont quand même fait beaucoup pour notre genre littéraire favori. Alors, on pourrait peut-être rentrer un petit peu, on l'a déjà un peu abordé, mais on pourrait rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'ils faisaient, parce qu'ils mélangeaient effectivement à la fois la fiction, les documentaires, les technologies de pointe, tout ça formait un tout qu'on suivait un peu ébahi. Donc on pourrait peut-être rentrer un petit peu plus dans ce qu'ils ont fait, puis alors français, américain, etc. Oui. Au départ, ça ressemblait à une présentation de catalogue d'actualité, on va dire, sur l'actualité du cinéma, de la littérature, autour de la science-fiction au sens très très large, du fantastique. Et petit à petit, comme l'émission a gagné en succès, et quand je dis l'actualité, c'est au sens très très large, parce qu'effectivement, il y a l'aspect technique, mais ils ont aussi invité des musiciens, parce que c'était l'émergence de la musique électronique. Ils essayent de montrer que le fantastique au sens large était dans notre vie quotidienne et revêtait des aspects très différents. L'émission, connaissant un certain succès, ils ont commencé à monter en puissance, notamment en ayant des chroniqueurs. On pense à Alain Carazé, par exemple, qui a fait un peu certains de ses premiers pas consacrés au cinéma et à la série télévisée. Et aussi en se déplaçant, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans des studios allemands dont le nom m'échappe une fois de plus, mais qui servaient de lieu de tournage pour le film Enemy Mine de Wolfgang Petersen. Ils sont allés en Californie voir des libraires, voir des studios de cinéma, etc. Donc petit à petit, on montait en gamme comme ça pour essayer de sortir du studio, de sortir du décor pseudo Star Trek, effectivement, qui faisait la marque de l'émission, et de dépayser le spectateur. Là-dessus, ils avaient aussi des rubriques sur la science, et notamment ils aimaient bien les gadgets. Je me souviens tout ce qui était enregistrement, communication, ça ils adoraient. La fascination de ce que le Minitel à l'époque et puis le proto-internet pouvaient promettre, ça les intéressait beaucoup. Ils avaient fait un sujet sur les téléphones portables
en estimant que vers 2020, on aurait les premiers téléphones portables. Là, ils se projetaient dans un avenir qui semblait complètement inimaginable à l'époque, mais ils avaient quand même 20 ans de retard par rapport à ce que la technologie nous a proposé, mais c'est pas grave. Ils ont fait une estimation de fourchette, ils se sont un peu plantés, mais déjà ils disaient ouais, on aura des téléphones, alors ils seront grands, et puis après ça sera plus miniaturisé, puis ceci, puis cela, puis les satellites. Donc il y avait cette volonté comme ça de se dire voilà, la science-fiction est déjà là, alors aujourd'hui, dans notre monde quotidien, qu'est-ce qu'elle va nous donner dans notre monde quotidien demain, à l'échelle de 10 ans, 20 ans, 5 ans. Donc il y avait ce mélange. Alors moi c'est vrai que quand je regardais l'émission, j'étais plutôt intéressé par la fiction, que ce soit la littérature. Ils ont fait une émission à Montréal où ils ont notamment invité les membres du jury, voilà, en passant des extraits de certains films. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, on voit bien que le temps a fait son œuvre, parce que parfois ils présentaient certains films, on dit ouh là là, ça va cartonner, c'est le gros film de Boreas, et en fait, c'est un film que tout le monde a oublié, alors que, je sais pas, peut-être à Boreas 84, et pouf, en face il y avait Terminator, et puis ils n'ont pas fait un sujet sur Terminator, ils ont passé 2 images, et puis c'est tout, ils ont fait un sujet sur un autre film, et puis le film est oublié. Donc c'est ça qui est assez marrant de voir quand on revoit les émissions 30-40 ans après, c'est qu'à certains moments ils se sont plantés, mais ils étaient toujours dans cette volonté de dire ça bouge, donc on va y aller. Et c'était intéressant, donc là je dirais passé 80, passé la première année, ils ont commencé à vraiment sortir, à bénéficier de budget pour des reportages et à sortir de leur petit décor confiné pour aller ailleurs. Et ça, c'était intéressant parce qu'on avait ce côté un peu coulisses, de même qu'on avait la coulisse de la science avec le Minitel ou les futurs portables, on avait le coulisse d'un tournage de film, les coulisses d'un festival, etc. Et puis, comme ils bénéficiaient effectivement d'une petite équipe de chroniqueurs, ils pouvaient les envoyer taffer, puis superviser ça un peu comme des grands maîtres de leur émission. Et puis alors, ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans Temps X, c'est qu'ils ne se limitaient pas justement qu'à la technologie et au cinéma, mais ils abordaient aussi la littérature, et puis ils abordaient beaucoup la BD. Je ne sais pas, Christian Grenier, peut-être vous avez des souvenirs de l'époque quand il parlait de BD, etc. Parce qu'il y a eu Drouillet, il y a eu Métal Hurlant, ils ont mis en avant aussi la nouvelle école française. Je crois que Mézières aussi est passé, etc. Donc je ne sais pas, Christian Grenier, vous avez des souvenirs de ces émissions? Ça vous intéressait aussi la BD à l'époque? J'ai fait de la BD aussi. Moi, j'ai été en 85 embauché pour faire de la BD au journal PIF. Et j'ai créé un personnage complètement oublié qui s'appelait Argy, le baladin de l'espace, qui était aussi un hommage à Gérardton, puisque Gérardton avait le pseudonyme de Gilles d'Argir. Mais c'était encore une fois de la littérature jeunesse et de la BD jeunesse, alors que, comme vous le soulignez, c'est l'époque aussi, il y a 35 ans, où la bande dessinée a commencé à toucher les adultes, grâce en effet à des magazines comme Métal Hurlant. On s'est aperçu que la BD pouvait toucher un public beaucoup plus large que le public jeunesse. Autrefois, la BD, dans les années 50, 60, c'était vraiment pour les enfants. Aujourd'hui, Astérix, il y a plus d'adultes qui achètent Astérix et Lucky Luke que d'enfants. Donc ça a été en effet peut-être l'époque où la BD a pris une dimension beaucoup plus importante que celle qu'elle avait eue jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. Notamment avec le Rollin et Valérian et le Rollin, les héros de Jean-Claude Mézières, oui, qui lui aussi a disparu. Et ça fait beaucoup de gens qui ont disparu il y a peu de temps. J'ai encore le souvenir, Jean-Claude Mézières a été notre invité dans une autre manifestation qui Clermont, qui s'appelle Scientilivre. Et on a eu le plaisir, il a accepté, il est venu très gentiment. Et il a d'ailleurs parlé de son expérience un peu malheureuse du film qui avait été tourné par moi, La cinquième dimension. Avec Luc Besson. Il n'a pas eu. Il nous a parlé beaucoup de Luc Besson et du film, mais là encore,
je vais dire de quitter le sujet, mais ça répond aussi à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et peut-être avec Star Wars, avec le cinéma de science-fiction, on a eu en 68 2001 l'Odyssée de l'espace, qui était sans doute le film d'art et d'essai le plus populaire, c'est contradictoire, mais le plus populaire qui soit devenu. Alors, mais en même temps, le cinéma, grâce peut-être en effet à Star Wars, etc., et avec la science-fiction, a gagné un public beaucoup plus important que celui qu'il avait jusqu'à présent. Donc, Temps X et les Bogdanov ont sans doute participé de gré ou de force à la popularisation d'une littérature et d'un genre que le cinéma et la bande dessinée et le dessin animé allaient continuer de populariser. J'aurais tendance à dire qu'en plus, Temps X est tombé à une période qui était très intéressante pour la télévision, parce que la télévision était en pleine mutation, on a parlé des mangas, de Temps X et tout, mais la télévision aussi commençait à comprendre que l'audiovisuel, c'était un patrimoine. Et là, je pense à une autre émission, vaguement à la même époque, c'est la dernière séance de Michel, où là, les amateurs de science-fiction pouvaient de temps en temps découvrir des petites pépites, Planète Interdite, Les Survivants de l'Infini, etc. Et je crois que la période, la convergence de ce genre d'émission faisait que on pouvait regarder des images, ce que j'appelle des images qui bougent, voilà, et du récit de genre, avec autre chose que le simple plaisir du divertissement, puis ok, j'ai vu Planète Interdite et puis j'oublie, voilà. Non, là, que ce soit Temps X ou Eddie Mitchell ou d'autres émissions, on regardait, parce que somme toute, Planète Interdite, c'est le budget de l'époque, donc c'est pas l'équivalent d'un Avengers en faisant la conversion des budgets, quoi. Mais on pouvait regarder ça en disant il y a quelque chose à dire, ça nous parle. Ça nous parle au niveau de la thématique, ça nous parle au niveau de l'affectif, ça nous parle au niveau du contexte sociopolitique de création, etc., etc. Et là, les Bogdanov, eux, ils ont fait ça, sauf que ce n'était pas un patrimoine d'avant, c'était le patrimoine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, Eddie Mitchell, il y avait le vernis de l'ancienneté, c'est bien parce que c'est vieux, mais c'est bien quand même. Les Bogdanov disaient c'est bien, c'est... Plein de gens pensent que c'est de la sous-littérature ou du sous-ceci, du sous-cela, mais c'est bien. Et je crois vraiment que la fin des années 70, début des années 80, il y a quelque chose qui se passe dans la télé qui fait que, ouais, on peut regarder un film, on peut suivre une série, on peut lire un roman de gare sans en avoir honte parce qu'il y a des qualités. Sylvie Denis. Oui, je suis globalement d'accord. J'avais une mini-anecdote à propos justement de l'enthousiasme des Bogdanov et de la façon dont ils présentaient tout ce qu'ils présentaient. C'est que je me rappelle avoir acheté la Lord d'Orion de Francis Berthelot parce que les Bogdan l'avaient recommandé, parce qu'il avait eu, je ne sais plus, peut-être un prix, j'ai oublié. Et ça représentait un truc énorme pour moi parce que c'était un grand format, donc c'était un investissement. Et non seulement le résumé des Bogdan n'avait strictement aucun rapport avec le contenu du bouquin, en tout cas j'étais très surprise en lisant, c'est pas du tout ce qu'on m'a annoncé. Qui plus est, les gens qui ont lu la ligne d'Orion ou qui s'en souviennent ou qui connaissent Francis Berthelot savent qu'il décrit une société humaine qui a quelque peu changé, où les hommes ont des rapports très, très proches avec des arbres, et où ils ont des pratiques sexuelles que, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et donc, Francis Berthelot m'a appris des choses, et la science-fiction m'a appris des choses à cette époque-là. Et les Bogdan aussi, et je ne sais même pas si eux savaient ce qu'il y avait vraiment dans le bouquin à l'époque. Mais je n'ai pas dû être la seule, parce que, je ne sais pas, on doit avoir des chiffres quelque part d'audience. Moi, je n'aurais aucune mémoire des chiffres, donc je ne me rappellerai pas. Mais je n'ai pas dû être la seule ado à dire « Ah, ils ont signalé un bouquin, ça a l'air bien et moderne, je vais l'acheter. » Oui, je pense qu'ils avaient un pouvoir prescripteur assez fort, qui était lié à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le décor pseudo-futuriste, leur enthousiasme, leur capacité à gloser. Effectivement, il y a la voix, mais il y a aussi le style, il y a l'écriture, il y a une recherche
de la belle phrase et du mot précis, qui fait que on se disait, ah ouais, quand même, c'est balèze. Même, ils ont évoqué 2-3 fois les super-héros, qui est quand même mon créneau, et à chaque fois, on disait, alors une fois, c'est un reportage dans les studios de Marvel, où on voit les gens travailler sur les planches, une autre fois, c'est un reportage où Alain Carazé et Jean-Marc L'Officier sont chez un libraire en Californie, à Los Angeles, et puis expliquent, ah bah oui, il y a telle version de Batman, et puis il y a telle autre, et puis il y a ceci, puis il y a cela. Et c'était en 85, hein, c'est donc la grosse mutation de la BD américaine. Mais même sur leur chroniqueur, il y avait cette exigence de dire, enfin d'aller pousser plus loin. Moi, ce que je rencontre, par exemple, quand je parle de super-héros dans des médias on va dire généralistes, souvent on dit, oula, il ne faut pas être trop précis parce qu'on parle à un grand public, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Non, alors ça, les Bogdanov et leur équipe, ça, ils s'en foutaient complètement. S'ils voulaient rentrer dans le détail, s'ils voulaient expliquer un truc pointu, ils le faisaient. Alors parfois ils tombaient à côté de la plaque, parfois ils se laissaient emporter par leur glose, et puis effectivement ils allaient expliquer un truc qu'on ne voit pas ou qu'on ne trouve pas dans l'œuvre. Mais régulièrement, le côté grand public, alors que c'était quand même, effectivement, le samedi, après-midi, grande écoute, tout ça, le côté grand public, ils s'en fichaient un petit peu, quoi. L'important, c'était, si c'est important à dire pour la compréhension du sujet, on le dit. Et ça, c'était, d'un coup, ça haussait le niveau un peu plus haut, même s'ils pouvaient taper à côté. Mais après, c'était à nous, en tant que lecteurs, spectateurs, d'aller piocher, d'aller acheter le bouquin, d'aller voir le film et de faire notre propre opinion. Mais il y avait un degré d'exigence qui était assez étonnant. C'est effectivement quand un film de science-fiction passait au dossier de l'écran, bon ben voilà, c'était un prétexte pour mettre en bouche, et puis après on parlait d'autre chose, on parlait pas du film, on parlait pas du sujet, voilà. Mais eux, vraiment, ils parlaient de ça, et s'il y avait quelque chose d'important à dire, si ça prenait 1 minute, et ben on allait la prendre, même s'il y avait du temps d'antenne qui était bouffé, c'est pas grave. Et ça, c'est un truc qu'on trouve plus maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, on prenait les spectateurs pour des gens intelligents. En tout cas, on les prenait pour des gens curieux. Voilà. C'est-à-dire que, intelligent ou pas, déjà, moi, je pense que la curiosité, c'est l'une des formes les plus sincères et honnêtes et vraies d'intelligence. C'est-à-dire qu'on peut ne rien connaître à un sujet. Si on est curieux, on apprendra des trucs et on saura comment réagir. Mais oui, le côté, ouais, non, oula, on s'adresse à un grand public, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, ça, non. Actuellement, je l'entends un peu partout, mais eux, non. Il y avait 3 chaînes, ils auraient pu se dire, on va pas faire peur aux gens, quoi. Eh ben non, ils y allaient carrément. Et ouais, c'est comme ça. En plus, bon, ça mettait en bouche, quoi. Ils nous parlaient d'un roman ou d'un film, ils passaient un extrait un peu... je sais pas, un film de loup-garou, il mettait un extrait avec une transformation, avec des effets spéciaux et tout. Non, on se disait, il faut que j'aille le voir quand même. Alors, un dernier mot, parce que sinon on va se faire jeter par Franck celle-ci, ici. Donc, juste un dernier mot de clôture, Jean-Marc Lenné, parce que donc ça dure 8 saisons, hein, de 79 à 87. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Alors, si je ne me trompe pas, c'est lié à la privatisation de TF1, et qui a décidé de revoir sa grille des programmes. Et si j'en crois Alain Carazé, ça s'est terminé un petit peu dans le drame, parce que notamment tous les décors qui étaient démontables, amovibles, modulables, ont été jetés à la benne, ainsi que les archives papier, puis des tas de gadgets, voilà. Donc ça a été une fin assez tragique, d'autant que apparemment ils avaient, ils étaient déjà intéressés par d'autres projets. Les chroniqueurs, eux, commençaient à prendre de la bouteille, à monter d'autres choses, etc. Mais je pense qu'ils auraient bien remis le couvert sur une ou 2 saisons, tous. Et pendant un temps, il a été question de repasser dans le service public, et puis ça s'est pas fait, etc. Mais les coulisses de la fin, ouais, ont été
c'est tragique, quoi. Et même Alain qui m'en a parlé au moment de la sortie du livre, on sentait encore des traits émolos d'émotion dans la voix, quoi. Normal. En tout cas, donc, alors on termine sur cette note un petit peu triste, mais enfin, temps X, ça nous a procuré quand même beaucoup de plaisir avant. Il ne nous reste qu'à vous remercier tous les trois pour vos interventions. Et merci à tous pour votre attention.